À la une de l'actualité, le prophète Franck Assaré de l'Afrique du Sud était à l'église évangélique La Bénédiction à l'occasion du programme Onction prophétique. Il a enseigné les fidèles sur le thème « Le Goliath doit être éliminé ». Barack Obama a une visite officielle au Kenya. C'est sa première visite depuis son accession à la Maison-Blanche. En Syrie, après l'usage des barils d'explosifs dans la ville de Zabadani, l'ONU est inquiet pour la population. Bonsoir à tous et bienvenue sur Béni TV pour une nouvelle édition de l'information en religion. À l'occasion du programme Onction prophétique du mois de juillet, les fidèles de l'église évangélique à La Bénédiction ont enregistré le 20 juillet dernier la présence du prophète Franck Assaré de l'Afrique du Sud. Le thème était « Le Goliath doit être éliminé ». Onction prophétique du mois de juillet a respecté toutes ses promesses avec la présence du prophète Franck Assaré venu de l'Afrique du Sud. Un grand moment de restauration, d'enseignement et d'action prophétique qui se tient à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé 220 logements du dimanche 19 juillet au vendredi 24 juillet 2015. La puissance de Dieu se manifeste grandement à travers ce programme de prière. Ce lundi 20 juillet, les fidèles venus de divers horizons ont répondu nombreux à l'appel pour communier avec le Saint-Esprit. Et en présence de plusieurs serviteurs et servantes de Dieu, particulièrement le révérend Samuel Monté qui a introduit le prophète Franck Assaré. L'homme de Dieu a exploité le thème « Éliminer ton Goliath ». Le Goliath représente les situations qui nous empêchent d'avancer, de prospérer. Parce qu'il y a un Goliath devant toi, you cannot go back. Tu ne peux pas retourner. You cannot go forward. Tu ne peux pas avancer non plus. If you see your life and there is no improvement. Si tu vois ta vie comme s'il n'y a pas de progrès, it means a Goliath is standing in front of you. Ça veut dire qu'il y a un Goliath devant toi. And it will be very difficult. Et il te sera très difficile to pass such a giant. De passer de telle sorte de géant. The only way you can go forward. La seule manière pour toi d'avancer is to kill the giant. C'est de couper sa tête. Onction prophétique, moment fort de prière et aussi de délivrance à travers le ministère rendu par l'homme de Dieu. Le prophète Assaré, conduit par le Saint-Esprit, a opéré et ce sont plusieurs personnes tenues captives par le diable qui ont été libérées. Au nom de Jésus, tout ce que tu as perdu, nous te redonnons. Tout ce que tu as perdu, nous te redonnons. Nous te redonnons tout ce que tu as perdu. Nous te redonnons tout ce que tu as perdu. Pour prier, c'est quelque part. Que Dieu vous bénisse. Revenons sur les moments forts du programme de prière qu'a organisé le prophète Dolski Yorojores à la Riviera Umbadon le 13 juillet dernier. Le révérend prophète a édifié les participants sur ce thème révélateur. La Côte d'Ivoire a aussi son prophète. La Côte d'Ivoire a aussi son prophète. Tel était le thème exploité bien enseigné par le révérend prophète Dolski Yorojores le lundi 13 juillet 2015 à la mission Réveil International 6 dans la commune de la Riviera Mbadon. Un temps d'enseignement, d'action prophétique et de miracles. Le prophète Dolski Yorojores, homme de Dieu versé dans les Écritures, a bien instruit le peuple sur les valeurs de cette nation, la Côte d'Ivoire, et qui dispose d'hommes de Dieu de qualité. Une interpellation pour le peuple de Dieu afin d'éviter d'être emporté par tout vent de doctrine. Selon l'homme de Dieu, il y a des ressources prophétiques en Côte d'Ivoire à ne pas négliger. Il y a des prophètes de ce prototype. Et je dis à cette nation que nous avons des ressources prophétiques à ne pas négliger. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai convoqué cette nation. Je leur ai dit, la Côte d'Ivoire a aussi son prophète. Le terme veut dire quoi? Le terme veut dire, sachez une chose, vous qui mourrez. Sachez une chose, vous qui avez des problèmes. Sachez une chose, vous qui avez des besoins spirituels. Que vous n'êtes plus obligés de faire de longs voyages.
Et quand le diable ira fouiller dans mon passé, il verra ces choses-là. Et il reviendra à la même place où il m'avait vu hier, il ne me verra plus jamais. Amen. Parce que j'ai compris que si cette nation veut avoir une image de gloire, il faut qu'un fils se lève comme fille et prenne l'annonce pour percer le péché. Je dis, me voici Seigneur. Et écoute, dis avec moi, c'est moi qui enlèverai la honte de ma famille. Dis, c'est moi qui enlèverai la honte de ma famille. Un programme spécial de prière doublé d'événements heureux, à savoir l'anniversaire du prophète Dolski Jorès-Yoro. L'homme de Dieu a été honoré par ses enfants spirituels et a profité de cette occasion pour souffler sur la bougie. Après ces différentes articulations venues le temps du ministère où des miracles se sont produits, les paralytiques ont marché et Dieu s'est véritablement glorifié. Une belle initiative du prophète Dolski afin de restaurer la nation ivoirienne. Débuté le 17 juillet dernier, le programme qu'organise le ministère Glorieux Révélation se tiendra demain, vendredi 24 juillet. Ce programme qui a pour thème Face à Face se tiendra également les vendredis 31 juillet et 7 août 2015 de 18h30 à 21h. Le ministère Glorieux Révélation dirigé par l'évangéliste Nathanaël Kofi au titre de ces différentes activités pour édifier le corps du Christ a organisé un programme de prière. Un long moment dans la présence de l'Éternel qui se tient les 17, 24, 31 juillet 2015 et l'apothéose le 7 août 2015. Ce vendredi 17 juillet 2015, la démonstration de la puissance du Saint-Esprit était au rendez-vous avec un thème très accrocheur, Face à Face. Ce rassemblement ecclésiastique majeur a eu pour lieu la 7e tranche de plateau Adjen. L'évangéliste Nathanaël Kofi, président fondateur du ministère Glorieux Révélation et principal initiateur de ce programme de prière, a ressorti la puissance de la parole à travers sa prédication. L'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. Selon lui, les brebis doivent se soumettre au berger et non le contraire. Un message très fort qui est une interpellation pour tout le corps du Christ, car l'Église doit pratiquer la parole. Mais il y a ce verset-là que nous lisons, nous le connaissons même pourtant par cœur. Mais pourtant ce passage est rempli de révélations. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, et celui qui a écrit a mis 2 points. Et il commence à citer ce que l'Éternel qui est son berger peut faire pour lui et faire pour lui. L'homme de Dieu, versé dans les Écritures, est allé en eau profonde pour instruire le peuple sur la dimension et la grandeur de notre Dieu. Il faut que nos ennemis vivent pour voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Possessif est mon berger. Est-ce que c'est parce qu'il est trop ingrat ou égoïste? David n'avait-il pas une femme? S'il avait une femme. N'avait-il pas des enfants? S'il avait des enfants. N'avait-il pas une belle famille? S'il en avait. Mais pourquoi est-ce que David ne dit pas comme Josué? Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. David a eu une rencontre personnelle avec Dieu. David a eu une relation personnelle avec Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas en global, c'est individuel. La vie chrétienne, c'est toi et Dieu. Et David sait que depuis d'avance, il a eu quelqu'un qui s'appelle l'Éternel qui était toujours avec lui. Et David dit, moi je sais que si l'Éternel n'est pas le Dieu de ma femme, moi David, je sais qu'il est mon Dieu, il est mon berger. Si l'Éternel n'est pas le Dieu de mes enfants, je sais que moi David, il est l'Éternel pour moi. Pour ce vendredi, la puissance de la parole de Dieu a été démontrée et l'évangéliste Nathanaël Kofi, toujours soucieux de faire avancer l'œuvre de Dieu, a éclairé la lanterne du peuple à travers cet enseignement fort. Un moment donné dans ta vie chrétienne, tu seras face à une situation. Tu seras face à un adversaire. Mais le problème, où est l'Éternel? Quand tu es face à cette situation, quand tu es face à cet adversaire, qui est ton Dieu? Actualité africaine au Cameroun, la région de l'extrême nord vient d'être frappée par une attaque terroriste. 2 jeunes femmes kamikazes se sont faites exploser dans la capitale de la région, à Maroua, près du marché central.
Au moins 11 personnes plus les 2 kamikazes sont mortes dans ce double attentat suicide. 32 personnes ont également été blessées dans cette deuxième attaque après celle du 13 juillet de Fotokol. Le président Paul Biya a appelé la population à la vigilance et a par ailleurs condamné ces actes lâches et ignobles perpétrés contre des populations innocentes. Le président américain Barack Obama se rendra au Kenya, la terre de ses ancêtres, pour la première fois depuis son entrée à la Maison-Blanche. Le président américain arrivera ce vendredi où se tiendra le sommet mondial de l'entrepreneuriat. Ce fut une explosion de joie et surtout de fierté au Kenya lorsque Barack Hussein Obama a gagné l'élection présidentielle en 2008. Mais ces Kenyans enthousiastes ont dû patienter tout ce temps pour pouvoir souhaiter la bienvenue au premier président noir des États-Unis, alors qu'il s'est déjà rendu 4 fois en Afrique depuis son élection. À Kogelo, le village des ancêtres de Barack Obama, on ne cache pas sa déception, car le président ne viendra pas leur rendre visite. Vraiment déçu, reconnaît Richard. Nous voulions voir notre héros chez nous, lui faire rencontrer sa grand-mère. On aurait été les plus heureux du monde. C'est dans ce village, près du lac Victoria, qu'est enterré le père de Barack Obama. Le président américain l'a à peine connu. Économiste, il a quitté sa famille lorsque Barack Obama avait 2 ans. Il est mort dans un accident de voiture en 1982, à l'âge de 46 ans. Barack Obama s'était rendu ici en 1987 et en 2006 lorsqu'il était jeune sénateur, car beaucoup de membres de sa famille y vivent encore, comme Sarah Obama, 94 ans, la matriarche de la famille, que le président appelle grand-mère. Sarah Obama explique qu'elle comprend que Barry, comme elle le surnomme, ne puisse pas venir, car il est l'invité du président kényan. Dans la foulée de l'élection de Barack Obama en 2008, le gouvernement avait amené l'eau et l'électricité à Kogelo. Mais les habitants s'attendaient à plus d'attention de la part du gouvernement américain. On ressent de la déception, oui, car il est devenu président et on a pensé que plein de choses se passeraient, mais rien n'est arrivé, dit cet enseignant. Nous espérons quand même des échanges scolaires entre nos écoles et les écoles américaines. Beaucoup à Kogelo veulent tout de même croire encore que le président américain trouvera un petit moment dans son agenda et pourra leur rendre visite. En Europe, des heurts ont éclaté mercredi soir à Athènes alors que le Parlement grec s'apprêtait à voter un deuxième train de mesures d'austérité réclamé par les créanciers. Près de 9000 personnes s'étaient déjà rassemblées à proximité du Parlement pour dire non aux conditions de ce plan d'aide. Une poignée de manifestants s'en est prise hier aux forces de l'ordre devant le Parlement grec alors que les députés débattaient du second train de mesures exigé par les créanciers d'Athènes. Une douzaine de jeunes gens ont lancé divers projectiles dont un cocktail Molotov en direction de la police qui n'a pas répliqué. Mikhail Rampatsoglu, membre de notre bureau à Athènes, était sur place. Des milliers de personnes ont protesté contre le plan d'austérité place Syntagma et elles ont décidé de continuer à manifester dans les semaines à venir. Plus tôt hier, 6000 personnes avaient en effet répondu à l'appel du syndicat des fonctionnaires contre le mémorandum, le nom donné ici aux programmes internationaux d'aide financière. Nous manifestons contre les mesures votées ce mercredi au Parlement, explique cette grecque. Nous demandons aux députés de ne pas les adopter. Nous nous battons pour que le 3e mémorandum ne passe pas parce que ce serait selon nous un désastre. En réalité, c'est du chantage. La crise sera une nouvelle fois payée par les chômeurs, les travailleurs et les jeunes. Nous voulons que cela cesse. Des échauffourées avec la police avaient émaillé la semaine dernière la manifestation contre le premier train de mesures exigé par les créanciers de la Grèce. On reste en Grèce. Les députés grecs ont adopté dans la nuit du mercredi 22 au 23 juillet un second volet de réformes préalables au déblocage du nouveau plan d'aide attribué à la Grèce. Sans surprise, le Parlement grec a voté cette nuit une seconde série de mesures exigées par ses créanciers.
Une semaine après l'adoption du premier volet, les députés se prononçaient notamment sur une réforme de la justice. Et une fois de plus, plusieurs membres de Syriza, le parti du Premier ministre Alexis Tsipras, s'y sont opposés. En ce qui me concerne, je n'ai pas l'intention de quitter volontairement ce fort, insiste Alexis Tsipras. Nous ne serons pas lâches, nous ne serons pas de ceux qui jettent les armes, ni les apologistes d'une bataille perdue. Les batailles perdues sont celles pour lesquelles on ne s'est jamais battu. Ces réformes ont une fois de plus été adoptées grâce aux voix de l'opposition, dont celle des conservateurs de Nouvelle Démocratie, actuellement dirigée par Evangelos Meimarakis. Nous ne sommes pas favorables à ces mesures. Nous ne soutenons pas le gouvernement de Syriza, mais nous soutenons notre patrie, dit-il. Nous votons donc pour assurer la place de notre pays dans l'euro. Nous votons oui pour restaurer la confiance qui a été perdue à cause de vos agissements. On va parler santé à présent. 2 vaccins contre le virus Ebola sont testés en Grande-Bretagne, en France et au Sénégal. Ces tests sont effectués sur des volontaires pour vérifier la sécurité des produits et voir comment ils peuvent stimuler une réponse immunitaire à ce virus. 2 nouveaux vaccins contre le virus Ebola testés en Grande-Bretagne, en France et au Sénégal. Des injections sont pratiquées sur des volontaires pour vérifier la sécurité des produits et établir s'ils stimulent une réponse immunitaire contre le virus. C'est bien d'être en mesure de faire quelque chose pour la santé d'autrui. Quand il sera développé, ce vaccin va sauver beaucoup de vies et c'est un privilège de participer à cela. La recherche d'un vaccin contre Ebola s'est accélérée en réponse à l'épidémie du virus en Afrique de l'Ouest où plus de 11 000 personnes ont été tuées. L'épidémie a nettement reculé depuis le pic de l'année dernière. Seule une trentaine de cas de contamination ont été enregistrés en juillet dans les 3 pays les plus touchés, la Sierra Leone, la Guinée et le Libéria, où 2 malades sont décédés alors qu'on croyait le pays débarrassé du virus. C'est peut-être la première avancée médicale significative dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Les laboratoires américains Eli Lilly sont parvenus à préserver la plupart des capacités cognitives de certains patients au premier stade de la maladie de l'Alzheimer. Ce traitement expérimental est capable de ralentir les effets de la maladie. Suivez ce reportage. C'est un nouvel espoir pour les malades atteints de la maladie d'Alzheimer. Un traitement expérimental des laboratoires américains Eli Lilly a réussi à ralentir les effets de la maladie sur des patients souffrant d'une forme modérément avancée d'Alzheimer. Les résultats de ces essais cliniques ont été présentés ce mercredi à Washington et accueillis avec enthousiasme. Les patients, dans les premiers stades d'Alzheimer traités avec ce médicament, le solanezumab, ont préservé la plupart de leurs capacités cognitives par rapport à des groupes ayant pris un placebo. 44 millions de personnes dans le monde souffrent de la maladie d'Alzheimer. 135 millions de personnes seront atteintes en 2050 et on estime à 555 milliards d'euros le coût global de la maladie. Si ce médicament continue à montrer de tels résultats au cours des prochaines années chez les 2100 patients de cette étude atteints d'une forme modérément avancée de la maladie, le solanezumab pourrait devenir le premier médicament jugé efficace pour ralentir les symptômes de cette dégénérescence neurologique irréversible. La police turque a identifié un étudiant turc de 20 ans comme l'auteur de l'attentat suicide meurtrier commis lundi dans la ville de Sirouk au sud du pays qui a été attribué à l'État islamique. Le gouvernement turc s'est réuni pour renforcer la sécurité à sa frontière avec la Syrie. L'auteur de l'attentat suicide de Turuç en Turquie attribué au groupe État islamique a été formellement identifié ce mercredi. Il s'agit de Sheikh Abdurrahman Algoz, un étudiant turc de 20 ans qui a rejoint l'État islamique il y a 2 mois seulement. Selon les autorités turques, le jeune homme s'est fait exploser lundi à la mi-journée dans les jardins du centre culturel de Turuç, une ville à la frontière syrienne, au milieu d'un groupe de jeunes partisans de la cause kurde qui souhaitaient œuvrer pour la reconstruction de la ville syrienne de Kobané. Le bilan de l'attentat est très lourd, au moins 32 morts. Depuis cette attaque suicide, le climat est tendu à Istanbul.
Mardi soir, la police a utilisé gaz lacrymogène et canons à eau pour disperser les quelques 800 contestataires rassemblés dans la ville. En parallèle, la justice turque a interdit la diffusion sur le web et les réseaux sociaux des vidéos et photos de l'attentat. Donald Trump, le magnate de l'immobilier aux États-Unis, candidat à l'investiture républicaine pour les présidentielles de 2016, s'engage de manière agressive et virulente contre ses adversaires. Jusqu'où peut aller Donald Trump? Suivez ce reportage. Jusqu'où peut aller Donald Trump? Habitué des provocations en tout genre, le milliardaire new-yorkais reste en tête des sondages parmi les candidats à l'investiture républicaine, avec 24% des intentions de vote contre 13% pour son principal rival. Critiqué par le sénateur de Caroline du Sud, Lindsey Graham, Donald Trump ne mâche pas ses mots. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, j'en ai eu un aperçu tout à l'heure. Alors que j'étais en route pour la Caroline du Sud, j'ai vu votre sénateur, il est tellement coincé. D'ailleurs, il est à 0 dans les sondages, 0, et il passe tout le temps à la télévision. Avant cela, Trump s'en était pris à un autre républicain, John McCain, qui selon lui n'était pas un héros de guerre parce qu'il avait été fait prisonnier. Un mois plus tôt, il déclarait que les clandestins mexicains apportaient drogue, délinquance et viol aux États-Unis, des propos qui agacent dans sa ville, New York. Monsieur Trump a un plan, il est drôle et il aborde des sujets que personne d'autre n'ose aborder, estime cet homme. Tout ce qui sort de sa bouche est une honte, explique cet autre. C'est vraiment triste, je n'arrive pas à croire qu'il veuille diriger le pays. Ça n'arrivera pas, chérie. Not happening, darling, no. Well, I'm Canadian cowboy and I support Donald Trump. He ain't a politician and he sure ain't no chump. Les Birmans se préparent à aller à des élections générales en novembre prochain. Ce scrutin est un test pour la transition démocratique amorcée depuis l'autodissolution du régime militaire qui a géré le pays d'une main de fer. La Birmanie doit aussi faire face à un défi logistique. Alors que la Birmanie se prépare à des élections générales cruciales en novembre, le pays fait face à un défi logistique inédit. La commission électorale a mis en avant des risques d'erreurs importants dans l'élaboration en cours des listes, ce qui pourrait priver de nombreux citoyens de leur droit de vote. Le pays, dont le système électoral part de zéro, doit en effet numériser plus de 30 millions de noms à partir de fichiers hors d'âge ou erronés d'ici la fin du mois d'août. Ce scrutin est en tout cas un test pour la transition démocratique amorcée depuis l'autodissolution du régime militaire et la mise en place du gouvernement provisoire du réformateur Thein Sein en 2011. Ce sera la première élection nationale à laquelle le parti d'Aung San Suu Kyi, la Ligue nationale pour la démocratie, participera depuis 25 ans. Le parti de l'opposante birmane est donné grand favori, mais son score pourrait être impacté par les problèmes d'erreur et d'organisation. Et la lauréate du prix Nobel de la paix a dit sa préoccupation. Le 11 juillet, Aung San Suu Kyi a mis fin à des mois de spéculation en annonçant la participation de son parti aux élections de novembre. Elle ne pourra théoriquement pas briguer la présidence lors de l'assemblée issue de ce vote, la constitution héritée de l'époque de la junte l'empêchant de se présenter du fait de son mariage avec un étranger, un anglo-saxon il y a des années de cela, décédé aujourd'hui. Après les élections de 1990 et le refus de l'armée de reconnaître sa victoire, le parti d'Aung San Suu Kyi avait boycotté le dernier scrutin de 2010, marqué par des irrégularités généralisées, puis il avait été dissous. Depuis 2011 et l'arrivée d'un gouvernement civil réformateur, la plupart des sanctions occidentales ont été levées en Birmanie. Aux législatives partielles de l'année suivante, la LND allait remporter une victoire écrasante, lui ouvrant les portes du Parlement et la tête de l'opposition parlementaire. Le scrutin de novembre sera donc une étape cruciale pour Aung San Suu Kyi et pour le processus démocratique d'un pays qui muselle toujours les dissidents politiques et les médias et persécute les minorités ethniques. En Syrie, des barils d'explosifs 28 au total ont été lancés dans la ville de Zabadani, à la frontière syro-libanaise. L'Organisation des Nations Unies s'inquiète du sort des populations qui sont sur place.
Le sort des populations civiles en Syrie inquiète l'ONU, notamment dans la ville de Zabadani, dernier bastion des rebelles à la frontière syro-libanaise, où les hélicoptères de l'armée ont lancé samedi 28 barils d'explosifs. Les forces du régime, appuyées par le Hezbollah libanais, mènent depuis une semaine une offensive d'envergure sur Zabadani, où ils ont réussi à entrer dans certains secteurs, sans cependant d'avancées majeures. Dans une déclaration la nuit dernière, l'envoyé spécial en Syrie cite des sources locales fiables, selon lesquelles un grand nombre de barils d'explosifs ont été lancés. L'armée de conquête a riposté en lançant des roquettes et de lourds obus de mortier sur 2 villages près d'Iblid, Al-Foua et Kefraya, où un grand nombre de civils ont été pris au piège. De son côté, l'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état de la mort de 82 civils, dont 12 enfants et 15 femmes, dans les raids de l'armée sur la région nord-est d'Alep depuis le 11 juillet. Une situation jugée très préoccupante par l'ONU, l'utilisation de barils d'explosifs étant une arme qui tue aveuglément. Ce journal vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction de Béni TV. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur votre chaîne panafricaine. À bientôt.